Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous demander de fermer les micros pour pas qu'il y ait de résonance et qu'il n'y ait pas de bruit pour la partie assez courte de conférence. Et après, on remettra les micros pour pouvoir débattre tous ensemble. Voilà. Alors, donc nous sommes dans le cycle des visioconférences du Collège international des seniors Harmattan. Voilà, nous sommes une association qui organisons régulièrement des visioconférences et là, nous nous intéressons au thème hôpital, patient et humanité. Voilà Barbara qui arrive. Suite, je crois que c'est qu'elle n'a pas le lien. Si Pierre, tu pouvais renvoyer le lien à Barbara. Elle téléphone en parallèle. Voilà. Alors, nous nous intéressons à ce thème hôpital, patient, humanité, suite à une première conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines, où on avait regardé plus particulièrement le côté usager. Voilà. Alors, je vais vous inviter à prendre un papier-crayon, juste pour prendre quelques notes par moment, les notes qui vous viendront vous. Parce qu'en fait, le but de ce que je veux faire sur cette petite première partie où je prends la parole, c'est plutôt de lancer des idées. Et je voudrais surtout que notre affaire tourne sous la forme d'un café philo, c'est-à-dire vraiment un débat autour de ces idées. Donc, ce que je veux mettre en avant, c'est des éléments que l'on retrouve actuellement dans les différents enseignements que reçoivent les soignants, que ce soit en école paramédicale, pour tout le monde paramédical, infirmier, aide-soignante, et tout ce qui est rééducateur, le monde médico-social, où moi j'interviens encore actuellement, puisque je fais des cours, j'ai un cours lundi justement sur ce thème, et puis le monde médical, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que les médecins reçoivent aujourd'hui comme grand thème? Alors ce sera très très court. Les parties que je vais vous énumérer, à peine esquissées, donnent bien sûr objet à des cours très très longs, très amples et beaucoup de débats. Il y a une des 4 parties que je vais aborder qui peut durer une semaine et je vais essayer de vous la faire en 10 minutes. Donc évidemment, ce sera très comprimé. Voilà. C'est pour ça, c'est plutôt des idées et quel débat ça peut entraîner vers vous. Voilà. Et puis peut-être si Dan vient nous rejoindre, nous aurons une autre intervention un peu plus tard dans les 2 heures qui nous sont consacrées. Voilà. Alors, le thème que j'avais proposé suite à la première conférence, c'est de regarder la notion de patient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce personnage, ces différentes facettes qui sont activées par le fait qu'il soit dans l'hôpital. Voilà. Mon thème est vraiment le patient de l'hôpital, avec tout ce que cela mobilise comme imagination et situation assez particulière. Et je dirais que ce qui me préoccupe le plus, c'est de montrer, je le redirai sûrement pas du tout le long, que la politique est dans la chambre. Voilà. S'il y a bien un lieu où ce qui se décide se vit tous les jours, s'il y a bien un lieu où il n'y a vraiment pas de coupure entre les grandes décisions et les grandes orientations et le vécu quotidien dans la chambre de l'hôpital, c'est bien celui-là. Il n'y a pas de, ça descend directement si tant est qu'il y ait un ordre entre montée et descente. La politique est dans la chambre. Voilà. J'y reviendrai pas, mais c'est vraiment ma préoccupation de ce topo. Voilà. Alors, 4 petits éléments. Premier élément, soins et médecine. Beaucoup de cours réfléchissent à cette dichotomie. Donc là, je serai très court, mais ça comporte vraiment de très longues heures de travail chez
chez les apprentis soignants et médecins. Le soin, on en est même arrivé actuellement à avoir des sciences du soin, comme on a des sciences de l'éducation, des sciences de l'ingénieur, etc. C'est-à-dire cette vision transversale partant d'une activité humaine et non pas des grandes disciplines canoniques, et en essayant au contraire d'ailleurs de les traverser horizontalement. Donc les sciences du soin existent. Le soin, si je dis juste un mot dessus, je dirais que son origine étymologique, c'est d'un côté s'occuper d'eux, s'occuper du bien-être. Moi qui vis dans une zone de campagne, c'est un verbe qui est toujours utilisé par les, les agriculteurs pour leurs bêtes, soigner les bêtes, pour les mamies pour les enfants, soigner les enfants. Voilà. C'est s'occuper d'eux, faire que la vie se passe, la vie aille bien et se passe dans des bonnes conditions et tout ça. Et l'autre versant du mot soigner, son origine, dans ses origines, c'est le mot souci, se préoccuper d'eux. Voilà. Donc soigner a bien ces deux pattes-là. On peut dire physique et psychique, mais c'est bien plus complexe que ça. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement large. Voilà. Médecine, médecine, c'est un média, comme le mot l'indique, entre le malade et la force que la nature va faire pour le guérir. Hein, la vis medicatrix naturae, comme disait Hippocrate, la force qui est dans le malade pour le soigner lui-même. Et finalement, le médecin, c'est un intermédiaire entre le malade et la force qui va le soigner, le médecin essayant évidemment d'accompagner cette force, etc. Du coup, quand on a bien, et là c'est beaucoup trop rapide, ces deux définitions, on sent bien que soins et médecine peuvent parfaitement se superposer et parfaitement s'éloigner. Voilà. Et donc ça, c'est un des premiers points fondamentaux à avoir en tête tout le long de notre histoire et suivant les pays que nous regarderions, les cultures que nous regarderions, on verrait que soins et médecine ne se superposent pas toujours, ou parfois se superposent très très bien. Et là, il y a une zone de réflexion extrêmement importante. Voilà. Donc j'ai marqué ne se confondent pas toujours. Voilà. Deuxième point que je voulais développer, c'est évidemment dire quelques mots sur les termes utilisés actuellement. Alors évidemment, il y a le terme patient, il y a le terme usager et le terme bénéficiaire. Alors les deux derniers sont apparus récemment. Le terme usager a 20 ans dans les lois et une quarantaine d'années dans les usages, justement. Le mot bénéficiaire est un peu plus ancien et appartient un peu plus au monde médico-social. Moi, je l'entends très souvent puisque j'enseigne auprès de travailleurs sociaux, tout ça. Mais le mot patient reste le mot consacré, le plus utilisé dans le monde médical. Évidemment, on pourrait revenir sur toute son histoire d'origine étymologique, etc., etc., avec tout ce qu'il comporte à travers pathos, pâtir, subir, souffrir, etc. Mais quand on creuse bien l'origine du mot patient, là encore du côté de la médecine hippocratique, en fait, c'est la vertu qui fait supporter l'adversité. Voilà. La patientia, l'origine participe présent latine patience, c'est cette vertu qui fait supporter l'adversité. Voilà. Je mettrai ça au centre, même si évidemment j'enlève absolument pas toutes les autres dimensions. Là encore, j'habite une région rurale et le mot pâtir est un verbe complètement utilisé tous les jours encore ici. Hein, qu'est-ce qu'il faut pâtir, qu'est-ce que j'en ai pâti aujourd'hui, etc. C'est vraiment, et on sent bien que ce mot pâtir contient à la fois endurer, souffrir, tout ça, mais à la fois résister, à savoir réagir, etc. Et on sent tout le temps ce double mot et qui contient quelque chose de l'ordre justement du médical. Voilà.
Voilà pour cette deuxième partie. Alors, comme chaque chose, hein, je vous dis, c'est très très court, alors que ça mérite des heures et des heures de cours, de débats auprès des étudiants. La troisième partie va être plus longue. Je l'ai validée hier auprès d'un groupe d'aides-soignantes de, de mon coin. C'est les 14 facettes qui permettent de décrire un patient à l'hôpital. Voilà. J'avais mis dans ma petite présentation que je posais le patient au milieu de l'hôpital et que s'activaient différentes facettes et qu'en fait ce personnage, le patient, est porteur de tout un nombre de facettes qui s'activent tour à tour. Et c'est un peu ça que je vais décortiquer de façon parfaitement artificielle, mais ça permet là encore d'avoir quelques points de réflexion. Alors, ça va être très caricaturé, vous allez voir. Première facette, c'est un recueilli. Oui, l'hôpital garde son objectif de recueil. C'est d'ailleurs son origine. L'hôpital n'était pas pour les patients au départ, mais pour les malades. Il était pour les gens dans la rue, les pauvres, les infirmes, les perdus, etc. Et même dans la réglementation française actuelle, euh, quand on ne sait pas où aller, il reste l'hôpital. Voilà. Donc tout au fond reste cette idée fondamentale. Alors j'utilise le mot rester, j'ai peut-être tort. J'utilise le mot recueilli. Voilà. Et c'est quelque chose qui est actuellement, évidemment, extrêmement en débat. Voilà. L'hôpital peut-il recueillir? Faut-il encore qu'il recueille, etc. Voilà. Donc là encore, je développe pas, mais vous sentez l'immensité du débat qu'il y a là derrière. Deuxième facette, c'est un hébergé. Voilà, c'est un hébergé. Oui, l'hôpital contient le mot hôtel, hospitalité, hôtelier, etc. Et oui, dans nos contrées occidentales, nous construisons la chambre, le lit, le service, le manger, etc. C'est loin d'être le cas dans l'ensemble du monde. Voilà, bien des lieux dans notre monde, la partie hébergement est assurée par la famille, une autre communauté, un entourage, etc. Nous, en Occident, on considère que, enfin, on met en place cette prestation, voilà. Et donc, tout soignant doit savoir dans sa tête, dans un coin, qu'il soit médecin jusqu'à ASH, qu'il est face à un recueilli et un hébergé. Voilà. Qu'il y a ces deux dimensions toujours présentes. Et d'ailleurs, la conférence précédente nous avait montré que la toute première demande des usagers auprès des commissions d'usagers, c'est l'alimentation, la nourriture, la qualité de la chambre, etc. Donc c'est bien la dimension hébergée qui souvent interpelle enfin, font que les usagers interpellent l'hôpital. Nous en sommes qu'à deux facettes. Voilà. Troisième facette auquel on insiste beaucoup dans nos cours, c'est un extrait de la vie quotidienne. Voilà. Un patient est quelqu'un qui n'est plus le temps de l'hôpital dans la vie quotidienne. Il y a vraiment cette notion de rupture, cette notion que l'hôpital est un lieu euh, inattendu, extrait de la vie de tous les jours, où la personne a déraillé, n'est plus sur son rail, n'est plus dans ce qu'il vit au quotidien, et où les repères peuvent se perdre extrêmement rapidement. Voilà. Et où donc il est très important de donner des repères. Et c'est très difficile pour un soignant dont le lieu hôpital est la vie quotidienne de donner des repères sur quelqu'un qui a complètement perdu justement sa vie quotidienne. Donc là, il y a un gros travail qui est fait, qui est connu, mais qui est souvent difficile à atteindre. Et c'est une dimension du personnage patient qui est beaucoup travaillée, et particulièrement auprès des métiers d'infirmière, d'aide-soignante, d'ASH, de kinésithérapeute, voilà. Comment
on travaille cet aspect d'être un extrait de sa vie. Et le mot exprès est vraiment choisi exprès. Voilà. Toujours, je ne développe pas, vous imaginez les débats que ça entraîne. Quatrième point, donc là, vous avez vu, on a touché du doigt recueilli, hébergé et extrait. Du coup, quel lien garde-t-il avec le monde extérieur? C'est ce 4, c'est un visité. Voilà. Va-t-il être visité? Première question. Par qui va-t-il être visité? Quand va-t-il être visité? Comment ça va se passer? Quelle intimité ou non il y aura? Est-ce que ça va être très réglementé? Est-ce que ça va être très libre? Va-t-il voir justement qu'il n'est jamais visité, ce patient, cette patiente, etc. Donc là, il y a le frottement, je dirais, entre ce monde extérieur et ce monde hospitalier. Comment le, le personnel soignant, l'hôpital, va aider, pas aider, comprendre, pas comprendre, accompagner, pas accompagner, ce lien entre la vie hospitalière et la vie externe. Voilà. Et puis le rôle que va prendre ce visiteur, représentant des familles, représentant des usagers, rencontre avec l'équipe, etc., etc. Donc là, il y a là encore un champ absolument immense. Voilà. Cinquième point, euh, c'est une personne à éclairer et prévenir. Alors ça a été une dimension qui a pris de plus en plus de force, particulièrement dans la réglementation française. Je l'ai remarqué également dans d'autres pays où j'ai eu l'occasion de travailler en tant que soignant ou d'avoir des contacts soignants, on va dire. Nous, ça se concrétise par la loi du 4 mars 2002. Hein. Euh, le patient doit recevoir sans cesse des informations sur ce qui se passe, sur ce qui va lui être proposé, sur ce qu'il va vivre. C'est le côté éclairé, voilà. Il doit être prévenu. On ne doit pas agir sans lui parler avant, voilà. Ça, c'était naturel sûrement pendant des siècles, et peut-être ça a été perdu, justement quand soins et médecine s'éloignaient l'une de l'autre. Hein. On a des images de médecins imposants, autoritaires, etc. Il faut beaucoup lire dans les romans. On voit bien dans beaucoup de romans, je pense à Zola, que je lis en ce moment, où je vois régulièrement des scènes qui situent un peu comment était le rapport médical et soignant dans les années 1870, 80, etc. C'est très instructif. Voilà. En tout cas, là, il y a une zone de réflexion importante euh, qui, qui un petit peu maintenant est devenue réglementaire, avec tout ce que ça pose comme question, puisque justement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce qui est à faire en ayant perdu le sens de pourquoi on le fait? Voilà. Ça nous amènera vers la fin, de nouveau, un peu de philo là-dessus. Voilà. En tout cas, quelque chose d'important. Sixième point, c'est un mise à disposition. Voilà, c'est une personne mise à disposition. Et là, le mot patient se réactive très très fort. Oui, l'hôpital met à disposition la personne, c'est-à-dire qu'on a la personne sous la main. Les soignants savent que le patient est là, sous la main. Même si on va avoir un planning, même s'il va y avoir une tentative d'organisation, etc., on sait bien qu'il y aura des aléas, on sait bien qu'on intervertira sans arrêt des actions auprès du patient. Et donc le patient vit cette espèce d'impression curieuse qu'il est là et que d'un coup on va surgir dans la chambre où on va l'emmener, enfin il va se passer quelque chose. Voilà. Et ça évidemment c'est tellement l'inverse de la vie quotidienne, où au contraire dans la vie quotidienne nous sommes les acteurs de notre vie, quelquefois nous sommes mis à disposition, mais peu, euh, alors qu'à l'hôpital on est finalement dans la position exactement inverse, cette espèce de... En plus on le voit à travers la façon dont la chambre est conçue souvent. Hein, voilà.
le lit, le patient, le fauteuil à côté, et puis l'acteur de santé qui survient, là, soudain, là, pouf. Alors, il va peut-être utiliser le point d'avant, il va prévenir, il va éclairer, etc. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. Voilà. Ça, c'est aussi très important. De même, point numéro 7, c'est un à déplacer et à transporter. Voilà. Une dimension très importante du patient, c'est qu'il va être déplacé et transporté. Comment ça va se passer? euh, Va-t-il être un paquet? Va-t-il être actif dans le déplacement qu'on va lui proposer? Vous marchez, vous venez avec moi à la radio. Voilà. À quelle heure on vient me chercher? Comment on me raccompagne? Etc. Est-ce que la personne qui va me transporter est simplement un transporteur, un conducteur qui va livrer un colis quelque part? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelqu'un qui va expliquer, qui va amener de l'information sur l'endroit où on va et comment ça va se passer? Euh, voilà. Quel est son degré de formation? Quel est son degré d'accompagnement? Quel outil il va utiliser pour transporter? Euh, Très souvent, le patient va être transformé en un colis dans le fauteuil ou sur le brancard, alors qu'il pourrait participer au déplacement. Et on n'imagine pas que derrière, il y a un acte. Si le patient marche chez nous en France, ce n'est pas un acte. Si le patient est transporté par quelqu'un avec un outil de transport, c'est un acte. Du coup, derrière, l'économie est là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, c'est incroyable le nombre de dimensions qui sont cachées derrière cette dimension déplacée transportée, alors que le vécu du patient, lui, va être extrêmement différent. Suis-je quelqu'un finalement? Ou est-ce que on me déplace sans me demander mon avis, etc. Voilà. Huitième point, vous voyez que je m'approche tout doucement de la médecine, c'est un examiner, observer, découper. Alors, c'est un examiner, donc le patient s'en rend peut-être pas forcément compte que chaque soignant qui rentre dans la pièce est en train d'examiner de l'instant où il rentre jusqu'à l'instant où il sort. Ça a beaucoup augmenté cette dimension par le côté pluriprofessionnel, par le côté chacun apporte sa petite touche à la connaissance du patient. C'était beaucoup moins développé dans une médecine antérieure où le médecin était surtout celui qui examinait. Voilà. Là, il y a eu une vraie évolution, le côté transmission d'équipe, etc. Et du coup, chaque membre de l'équipe participe à l'examen. Observer, c'est un mot qui s'est un peu perdu. Le, le patient était mis en observation à l'hôpital. Euh, Maintenant, le côté observé est parti même en ville. En ville, le médecin généraliste est chargé d'observer en permanence ses patients. Si on lisait les directives médicales en France, on verrait qu'il y a eu un mouvement de ce côté-là. Voilà. Découper, ça va peut-être vous étonner ce mot, mais finalement, c'est le rôle de tous les examens que passe un patient. Un patient, la clinique a beaucoup diminué et les examens ont beaucoup augmenté. La technologie s'est développée et consiste à découper le patient. Finalement, il est découpé en informations, que ce soit des images, que ce soit des informations de laboratoire, que ce soit des informations électriques. Voilà. Le côté découpé, euh, voilà. Et ça, le patient, évidemment, il a un vécu difficile de cette chose-là, parce que est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que ça renforce le côté objet du patient, etc. Donc là encore, vous voyez, entre l'observé qui était très humain et le découpé, examiné qui est de moins en moins humain, il y a des dimensions, on sent bien les différentes facettes qui sont activées. Voilà. Neuvième facette, euh, ah oui, comment je pourrais la dire seulement? C'est la facette, c'est au sujet duquel
on. C'est la personne au sujet duquel on. C'est-à-dire qu'un patient hospitalisé, c'est une personne, mais il se passe des choses sur elle en dehors d'elle. C'est au sujet duquel on. On s'est réunis, on a étudié votre dossier, on a fait une conférence de consensus. J'ai rencontré ma collègue du service, machin chose, et j'ai. Et donc le patient a plus ou moins conscience et participation de cette espèce d'étrange activité qui est en dehors de lui, qui se passe ailleurs, qui se passe sans lui, et qui pourtant va lui être comptée, éclairée, etc. Et ça, c'est une dimension de malaise ou de bien-être euh, qui n'est pas décodée d'emblée par le patient. C'est à peu que le patient découvre ou prend conscience ou ne prend jamais conscience qu'il est sujet de débat ou au contraire, il en est très flatté, voire orgueilleux et tout ce qu'on veut. Il y a des dimensions extrêmement émotionnelles, extrêmement complexes qui sont déclenchées dans cette facette-là. Voilà. Dixième, et vous voyez que j'en arrive à dixième sur 14, c'est un malade. Voilà. Qu'est-ce que c'est un malade? Un malade, c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne pouvait plus continuer la vie normale. Voilà. Un malade, c'est quelqu'un qui décide qu'il sort de la vie et que donc il a besoin de rentrer dans un lieu où on va s'occuper de ça. Voilà. Ou alors c'est un programmé. Il a été malade, on a programmé ce qu'on allait faire sur lui, et à ce moment-là, il vient à l'hôpital pour dérouler ce programme. Voilà. Actuellement, euh, l'équilibre entre malade et programmé euh, est en train de s'inverser. De plus en plus, l'hospitalisation est programmée euh, et de moins en moins, l'hospitalisation est le fait d'un malade. C'est-à-dire quelqu'un qui vient toquer à la porte à travers le médecin, à travers l'urgence, à travers l'ambulance, à travers pour dire je ne peux plus continuer la vie là où j'étais. Voilà. C'est ça un malade. Et ça, les soignants travaillent beaucoup cette notion. Elle est en train de revenir dans les études. Elle avait été perdue. Elle avait été perdue pour la 11e facette, la facette d'après, c'est une maladie. La 11e facette et la facette suivante, c'est une maladie. Voilà. Et on sent bien la tension entre malade et maladie. Le malade, c'est la casuistique, hein, si je prends les vieux mots de médecine, où on réfléchit par cas, et où vraiment toutes nos études sont des études de cas. S'il y a quelque chose que l'on forme en médecine et dans tous les métiers de la médecine, c'est vraiment cette notion de cas. Hein. La maladie permet de comprendre le cas. La maladie, c'est un récipient de connaissances, c'est la nosologie, hein, l'étude des maladies, et on va prendre dans ce récipient pour comprendre la personne que l'on a en face de soi et donc qui est le malade. Voilà. Et il y a une grande tension entre ces notions de casuistique d'un côté et de nosologie de l'autre, de malade et de maladie. Et évidemment, le patient peut se méprendre et peut tas de notions là-dedans. Euh, un médecin peut parfaitement ne vivre que des maladies et ne jamais vivre des malades. Un soignant peut ne voir que des maladies et ne jamais voir des malades. Évidemment, ça donne des relations fort difficiles. Voilà. Je vous rappelle que dans notre titre, il y a hôpital, patient et humanité. Donc j'ai toujours ça en tête, évidemment. 12e facette, c'est finalement, c'est un à soigner et à éduquer. Voilà. Voilà que le mot soigner revient. Et là, on sent bien qu'il revient il est à la confluence du soin et de la médecine. On va le soigner, ben oui, on va l'accompagner pour qu'il aille bien tout le long de cette phase, le mieux qu'on peut. On va le nourrir, on va le laver, on va l'habiller, on va essayer de le distraire, on va faire ce qu'on peut, on va l'éclairer, on va tout ce qu'on veut. Et puis on va aussi mettre en place ce qui est lié à ce dont il est malade. Voilà. Donc le soin va d'un coup être double.
Il va y avoir un soin quotidien et un soin spécifique, on peut dire. Voilà. Et là, ça va confluer et parfois s'opposer, ou parfois ne pas être facile à mettre en place en même temps, ou se contrarier. Voilà. Et le patient, du coup, est ballotté là-dedans. C'est difficile. Hein. Le soin de tous les jours et les interdits, par exemple, liés à une immobilisation, liés à une intervention, liés à un appareillage très lourd, etc., bah, va créer des positions difficiles là, pour le patient. Et en même temps, il est éduqué, puisque le médecin étant là pour, et tous les soignants, pour aider le processus que la nature met en place, que la biologie met en place, que le psychisme met en place à l'intérieur du patient, euh, nous sommes que des médiateurs, hein, voilà. Eh bien, évidemment, plus on va éduquer le patient, plus on va l'aider à comprendre ce qui se passe, plus on va l'aider à comprendre dans quel sens aller, eh ben, évidemment, plus ça va participer aux soins, à l'éventuelle guérison ou à l'éventuel accompagnement palliatif, etc. Voilà. Évidemment, ce chapitre est immense. Voilà. 13e facette, c'est un préparé à l'après. Voilà. Nous préparons sans cesse les patients au fait qu'ils ne vont pas rester dans l'hôpital, sauf pour certains, évidemment, qui vont même y finir leur jour. Voilà. Euh, donc, on prépare à l'après. Et évidemment, l'après, c'est un grand mystère pour le soignant. C'est comment chez lui, là-bas. C'est quoi ce monde vers lequel ce patient va retourner? Qui a-t-il autour de lui? Comment les autres vont comprendre? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Comment l'entourage, comment l'environnement va être propice, hostile, inadapté, adapté, adaptable. Évidemment, la médecine de ville va être chargée de cette adaptation. Et là encore, l'articulation va être extrêmement complexe. Et donc, on est devant un dialogue souvent très difficile, un dialogue de sourds, hein, entre un soignant qui vit habituellement dans le monde hôpital et un patient qui voit le monde dans lequel il va rentrer, et les deux essayent d'en parler. Autant dire que c'est pas facile là encore. Et autant dire que nous passons notre vie dans nos enseignements à travailler cette articulation en sachant en même temps que c'est une articulation quasiment vaine. Voilà. On sait qu'il y aura toujours quelque chose de difficile là-dessus. Et on sait que les usagers, justement, dans les commissions d'usagers, etc., reviennent beaucoup sur cette question. Là, il y a une vraie question. Comment on articule ce monde dystopique qu'est l'hôpital et le monde réel, entre guillemets, qui est la réalité de chaque patient. Voilà. Et enfin, 14e facette, sachant que la liste est absolument pas fermée, bah, c'est un évaluant évalué, payant payé. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, on demande beaucoup aux patients d'évaluer ce qui s'est passé. Donc il évalue, et on retombe sur le JAG là, hein. Il évalue ce qu'il a vécu, il est évalué, hein. Le, le système hôpital a forcément émis une évaluation sur la maladie, le malade, sa compréhension, son vécu, son entourage, etc. Et puis il y a le côté payant-payé. Quel est le système de santé dans lequel nous sommes? En France, nous avons notre extraordinaire sécurité sociale, nous avons les mutuelles, nous avons des tensions économiques, nous avons une mécompréhension. Hein. J'ai cotisé, donc j'ai le droit d'être soigné, alors que non, c'est parce que pendant que je suis soigné, je coûte, mais tous les gens qui travaillent sont en train de payer ce que je coûte. La vision est horizontale et non pas longitudinale. C'est pas parce que j'ai cotisé que je vais être soigné, c'est parce que les autres sont en train de cotiser que je suis soigné. Voilà, ça c'est important. Et en ce moment, ben, on voudrait bien substituer à c'est parce que j'ai mis de côté que je suis soigné. Voilà. Toutes ces dimensions-là, ne pas croire qu'elles influent pas dans le quotidien des patients, le quotidien des soignants et la compréhension qu'ils ont les uns des autres dans le vécu de l'hôpital. Et évidemment, là encore, dans le monde entier,
les prises en charge sont tellement différentes, voire tellement inexistantes, que là aussi, ces dimensions rentrent en ligne de compte bien plus qu'on l'imagine. Voilà. Voilà pour ce troisième point, avec ces 14 facettes, que j'espère que vous avez pris note et que je vous reproposerai sur un petit écrit ultérieurement, mais qui peuvent donner beaucoup à réfléchir. Ces 14 facettes sont évidemment incomplètes. Évidemment, elles s'activent chacune leur tour à différents moments et sont sans cesse en miroitement les unes par rapport aux autres. Elles ont un côté dialogique au sens maurinien, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois complémentaires, concurrentes et antagonistes. Hein. On sent bien qu'une facette peut complètement être en opposition d'une autre, etc. Et elles sont sans cesse évolution en fonction de comment le patient évolue à l'hôpital et son pronostic, sa pathologie, son traitement, sa compréhension, etc. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, et je serai presque dans le temps, j'ai un peu d'y passer, c'est les dimensions philosophiques qu'essayent de développer les cours des apprenants médecins et apprenants paramédicaux. Alors là encore, je vais le faire à la SERP, très rapidement. Bon, en fait, le fondement de ce qui est enseigné en philo actuellement, c'est que le monde de la santé hospitalière est au croisement de deux grandes philosophies que l'on peut à la fois complètement opposer et à la fois complètement superposées. C'est la pensée d'un côté de l'individualité et de l'autre côté la pensée de l'individualisme. Souvent les philosophes de la santé présentent ça comme ça. Alors si je le décline un peu plus, est-ce que si je suis dans l'individualité, je construis une rencontre individualisée, biographique, qui s'adapte à la personne? Ou est-ce que si je suis dans l'individualisme, eh bien, je fais rentrer l'individu dans un système protocolisé, tout construit pour lui, et il n'est qu'un flux, un usager. Voilà. C'est souvent aussi normativité et rationalité. Normativité, c'est la fameuse pensée de Cantilème. Est-ce que un malade n'est pas quelqu'un qui ne sait plus construire les normes de sa vie? Et la normativité pour Cantilème, c'est justement la santé, c'est la capacité de construire les normes de sa propre vie. Et donc accompagner quelqu'un pour le sortir de la maladie, pour le ramener vers la santé, c'est l'aider à reconstruire ses propres normes de vie. Alors que la rationalité, c'est voilà comment est le bien vivre. Moi, société, je vais t'expliquer comment c'est bien vivre. C'est manger 5 légumes, marcher une demi-heure, aller à la salle de sport, etc. Et si tu ne suis pas ça, c'est peut-être à cause de ça que tu es malade. Voilà. Voilà. Autonomie ou hétéronomie, vous le sentez bien, hein. Autonomie, auquel je tiens très fort, qui est la notion de comment je gère moi-même mes propres dépendances, ou hétéronomie, est-ce que c'est la société qui m'explique comment gérer mes dépendances? Voilà. Et en constructivisme ou naturalisme, est-ce que je suis à l'origine moi-même, à l'intérieur de moi-même, de mon projet de vie, ou est-ce que le projet de vie me vient de l'endroit où je vis et donc de toutes les normes qui me sont imposées. Et les philosophes de la santé soulignent beaucoup qu'il y a une grande tension entre ces deux notions, puisqu'évidemment, d'un côté, c'est le patient, et de l'autre côté, bah, c'est la santé publique. C'est le fait que notre système de santé, bah, forcément, il est lié à des politiques, à des économies, à des options, à des choix, etc. Et qu'il y a une tension entre les deux. Et donc, je conclurai en disant, chaque geste, chaque rencontre, chaque instant qui se vit dans la chambre d'un patient est une manifestation de tout cela. C'est-à-dire, au fond, le même geste peut appartenir à la dimension
individualité, normativité, constructivisme, etc., mais peut appartenir en même temps et servir en même temps l'autre versant, le versant économistique, rationaliste, etc., etc. Et qu'il est très important pour un soignant d'avoir cette capacité de distinguer entre les deux pour bien comprendre où il se situe et bien comprendre de quoi il est objet ou de quoi il est sujet. Voilà. Voilà un peu le point de départ que je voulais donner aux réflexions que vous allez avoir, au débat que vous allez avoir. C'était bien l'idée de qu'est-ce que le patient, qu'est-ce que c'est ce personnage à l'intérieur d'un monde assez particulier qu'est l'hôpital. Voilà, et donc je vous laisse maintenant parler. Je peux? Je prends la parole? Allô? Vas-y, vas-y, Alain, bien sûr. Ah, ok. Ce qui m'a interpellé, c'est l'expression suis-je quelqu'un? Suis-je quelqu'un est important parce que j'ai souvent eu des difficultés à obtenir de certains médecins qu'ils expliquent exactement ce que je veux savoir, avec le sentiment que le médecin pense souvent que je suis plutôt inculte, enfin, que le patient est souvent inculte, et que ça ne vaut pas la peine d'aller trop loin dans le détail, parce qu'il n'y comprendrait de toute façon rien. C'est une chose que j'ai souvent déplorée, et je voudrais savoir ce que les autres autour de moi, là, en pensent. Pardon. Je voudrais savoir si vous m'entendez. Oui, Oui, Dan. Alors, oui, parce oui. que Hervé demandait si j'étais là. Bon, je suis là. J'ai l'intention de prendre la parole si vous me la donnez tout à l'heure. Tout à fait. Je ne vais donc pas beaucoup parler maintenant, mais ce que je vais dire est en rapport aussi bien avec la question d'Alain que avec ce que a dit Hervé. Il y a juste une chose que je voudrais proposer à Hervé d'ajouter à ces 14 facettes à propos de l'hôpital, c'est la notion d'institution. Le malade, la personne qui entre à l'hôpital, est instituée malade par l'hôpital. Et quand il en sort, la plupart du temps, il reste institué. Bon, c'est tout ce que je veux dire maintenant. Le reste, ce sera pour plus tard. Et notamment la réponse que je pense pouvoir donner à la question d'Alain Javot. Je peux prendre la parole? Clara, Oui. Alors, j'ai trouvé ton exposé tout à fait passionnant, d'autant qu'il mettait pour moi de façon très vive en lumière euh, le phénomène de construction sociale absolument permanente que suppose le fait d'être un patient et un soignant. Alors, différents soignants, bien sûr, dans l'hôpital. On voit bien que c'est une construction sociale absolument permanente où des représentations sont à l'œuvre. Et ce qui m'a frappé, c'est que, comment dire ça simplement, euh, on a l'impression que la vie est un peu absente, en fait. C'est le sentiment que ça m'a donné. C'est pas du tout celle que tu voulais donner, hein, j'en suis bien mais c'est convaincue. exactement ça. Mais c'est exactement ça. Mais la vie est absente, c'est-à-dire que rien ne se construit de façon a priori naturelle dans un flux normal de vie qui fonctionne, qui circule entre deux êtres qui se rencontrent, voilà, comme dans la vie. Voilà. Et je pense que c'est très compliqué pour des soignants d'être amenés selon les chambres où ils vont, les patients avec lesquels ils sont, les actes qu'ils ont à faire, leur place dans la hiérarchie, etc., de savoir où ils se situent. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et je trouve que ta présentation, qui n'était pas désincarnée, mais qui a donné l'impression que ce qui se construit est désincarné, je trouvais ça génial à cause de ça. Parce qu'en fait, on est en phase
quelque chose d'excessivement complexe. Hein, voilà. J'ai été moi-même brièvement hospitalisée à quelques moments dans ma vie. J'ai souvent vu ça fonctionner ou ne pas fonctionner, justement. Et en tant que visiteur à l'hôpital, donc visiteur bénévole pendant quelques années, c'était vraiment sur cet axe que je plaçais ma position, c'est-à-dire j'entrais dans la chambre, si on me laissait entrer, et j'essayais d'être tout simplement dans la vie avec la personne qui était allongée. Moi, on appelle ça être au pied du lit, ça veut pas dire, c'est pas rien d'être au pied du lit. Donc, il y avait ce média du lit entre nous, mais ce que j'essayais, c'était de réinstaurer un petit peu de vie. Alors, je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais en tout cas, ça peut être la position d'un visiteur. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce processus, c'est ça, c'est d'une complexité vraiment très grande, et je trouve que tu as très bien su le mettre en lumière. Voilà. Pierrot, moi je veux bien prendre la suite parce que bravo pour ton exposé, et puis la clarté de l'exposé. Et je me posais la question autour de ça, de la notion de construction identitaire, ou enfin, s'il y a une part de construction, et puis la notion d'affirmation de l'identité, en dissociant l'affirmation de l'identité de patient, et puis de notre propre identité de bien portant. Et de me reposer la question, quel choix on a? Parce qu'effectivement, au cours de tes 14 points qui sont super éclairants, je n'imaginais pas toute cette, alors je sais pas, complexité, comme tu viens de dire, Catherine, mais de se dire, il y a toutes ces interactions-là qui se passent, et avec la question comment être soi alors que l'on est dans une posture diminuée, qu'on est dans une posture affaiblie. Et comment est-ce que dans ce processus, ou quel repère on peut avoir pour redevenir ou être réellement acteur de cette notion d'identité? Parce que j'ai la même impression que Dan, en se disant, ben, le malade est institué malade par l'hôpital, mais c'est pas parce que je sors de l'hôpital que je ne suis plus malade, quoi. Ou cette identité qu'on nous a donnée, j'ai pas le sentiment que l'on ressort avec une identité de bien portant. Voilà, enfin, merci d'éclairer tout ça. Je voudrais dire Alors, un mot. vas-y. J'ai l'impression dans ton exposé, Hervé, qu'il y a un sous-entendu, c'est que les gens sont capables de communiquer entre eux. Et je voudrais quand même approfondir cette notion-là parce que il y a une très grande diversité des personnes en présence, avec des passés, des arrière-plans très différents, et la possibilité que ces gens puissent communiquer, elle pose problème. Euh, Premièrement, encore faut-il avoir le temps de communiquer. Deuxièmement, savoir communiquer. Troisièmement, être que les deux personnes veulent bien communiquer et puissent rentrer en interférence. Euh, Est-ce que toutes ces conditions-là sont bien remplies dans euh, l'acte de rencontre du patient avec le personnel médical? Alors, apparemment, ça tourne plutôt vers des questions, on va dire. Alors, je remets la caméra, si je la retrouve. J'arrive pas à retrouver la... Ah voilà, démarrer ma vidéo. Alors, Dan va revenir tout à l'heure sur un petit topo là-dessus. Pour Alain, je veux quand même d'abord répondre à une petite chose. Ça, c'est un des points les plus difficiles à former chez les soignants. Comment, et ça rejoint déjà une première partie de la réponse à Pierre, la pédagogie à l'autre. C'est terrible. D'abord, la pédagogie n'est pas naturelle à tout le monde, c'est quelque chose qui s'apprend plus ou moins.
Est-ce que ça s'en prend d'ailleurs? Est-ce qu'on arrive à rendre pédagogique quelqu'un? Euh, Comment une connaissance est retraduite? Vous le savez, par exemple, si vous vous placez face à vos enfants ou petits-enfants, vous savez bien que la même connaissance, on peut la formuler pour 4 ans, pour 8 ans, pour 12 ans, pour 18 ans, pour 25 ans, et que ça peut être le même contenu, mais dit complètement autrement, et dont la richesse peut peut-être s'étoffer, ou etc. Et en fait, c'est exactement ce problème-là qu'on a devant le patient. Le problème, c'est que le patient que l'on a à chaque instant change, et on n'a pas les outils de diagnostic rapide de quelle va être la pédagogie qui va passer ou qui ne va pas passer. Alors, lorsqu'on est des soignants, c'est là où se distinguent énormément les soignants à long terme et les soignants à court terme. Quand la rencontre est longue ou répétitive, ce qui est le cas, par exemple, dans le métier que moi j'ai exercé, qui est un métier fondamentalement de formateur, hein, où justement, en tant que kinésithérapeute, on rencontre le patient plusieurs fois, longuement. Bon, sauf évidemment ceux qui ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà, je passe. On arrive à cadrer, on comprend qui est l'autre, on arrive à trouver le niveau de pédagogie, on trouve le terrain, c'est exactement comme le prof et sa classe, etc. Mais le soignant qui est dans des interventions instantanées va balancer une espèce de niveau de connaissance avec une très grande difficulté. Alors il va se fier évidemment à des réactions en face, mais quel temps il va avoir, quel diagnostic il va avoir, quelle adaptabilité il va avoir, c'est extrêmement complexe. Et alors ce qui a rendu ça encore plus complexe, c'est que c'est devenu, en tout cas pour la France, réglementaire, puisque il faut que le patient soit éclairé. Du coup, ça biaise encore plus la communication, puisqu'elle devient quelque part un devoir, alors qu'avant c'était une intention, plus ou moins partagée ou non, voulue ou non par le soignant. Maintenant, il doit le faire. Et il doit le faire en sachant très bien que l'échec est au bout. Va-t-il être compris? Va-t-il être entendu? Est-ce que la connaissance qu'il va mettre en place va être une connaissance beaucoup trop compliquée pour le patient, trop simple pour le patient? Va-t-il occulter quelque chose, etc. Il y a une notion de responsabilité qui se met en route qui est assez terrible. Ça a toujours été pour moi un des plus gros soucis de rendre les soignants pédagogiques. C'est tellement la clé, comme vient d'ailleurs de le dire Pierre, que c'est très difficile. Voilà. Et là, effectivement, il y a une dimension complexe. C'est dommage de retomber toujours sur ce mot complexe, mais c'est vraiment ça. Voilà. Pierre a souligné la communication, bien entendu. Alors, en ce moment, je travaille plutôt dans le monde médico-social, c'est-à-dire des professions qui rencontrent beaucoup plus. Donc là, je suis beaucoup moins à l'hôpital, ou alors je suis en établissement médico-sociaux, ce qui est encore autre chose. Et donc, effectivement, les niveaux de communication sont très complexes. Quand on est face à un polyhandicap, quand on est face à une personne venant d'un pays lointain, ayant subi souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans de migration très complexe, quand on se trouve devant des personnes venant de la prison, quand on se trouve, voilà. Donc là, la diversité des communications était, voilà. Et ça, c'est beaucoup travaillé dans le monde médico-social, beaucoup moins travaillé dans la formation des auxiliaires paramédicaux et des médecins. Et là, effectivement, il y a encore un énorme travail à faire, surtout que le mélange des populations, la submersion, hein, pour ne pas du tout être ironique, fait que on a intérêt à être d'une adaptabilité extraordinaire, sans parler de la compréhension culturelle de la maladie. Je ne rentre même pas dans ce chapitre-là, qui est un chapitre absolument énorme actuellement, qui tient une place de plus en plus importante. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et puis sur la question de l'identité, et puis après l'instituer, après je donnerai la parole à Dan. Alors,
et puis sur la remarque de Clara à la fin aussi. Alors, identité, ça a quelque chose à voir avec institué, parce que justement, le fait d'avoir été hospitalisé, le fait que des tas de gens tournent autour, euh, parlent au sujet de cette fameuse facette, on parle de moi ailleurs. C'est identitaire et ça construit de l'identité. Et ça construit tellement de l'identité que ça amène jusqu'à instituer la personne. Et combien de nos patients sont devenus, c'est presque leur métier. Et combien c'est difficile de désinstituer un patient, de le sortir de cette facette que lui a collé, non pas l'hôpital volontairement, mais ce vécu finalement qu'il a eu. Hein. Et ça, c'est rééducatif. C'est une dimension rééducative qui dépasse largement, qui appartient à tous les soignants, hein, qui est d'aider la personne à se désinstituer. Et en même temps, notre société d'aujourd'hui va jusqu'à l'inverse, puisque notre société d'aujourd'hui a institué des diplômes d'experts. Le patient est expert de sa maladie et va le chercher, ce diplôme, à l'université. C'est à la fois passionnant parce que c'est reconnaître que le patient est quand même celui qui connaît au mieux ce qu'il vit, mais en même temps, c'est une construction identitaire qui peut parfois devenir monomaniaque. Hein, voilà. Le père aidant, on appelle ça beaucoup PAIR, aidant. Je suis schizophrène, donc je suis habilité à venir aider tous les schizophrènes et je suis diplômé par la fac en tant qu'expert schizophrène. Bah, vous sentez bien dans ces phrases combien c'est d'ambiguïté qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc effectivement, il y a une construction identitaire, une institutionnalisation, et en même temps, il faut qu'on travaille à cette désinstitutionnalisation. Voilà. Vous sentez la concurrence, voilà, si on reprend les mots de Morin, antagoniste, concurrent et complémentaire, entre cette expertise qui est passionnante et qu'il faut absolument qu'on développe, et avec le danger qu'elle contient en même temps. Voilà. Et enfin, pour la remarque de Clara, euh, c'est exactement ce que je voulais rendre. C'est-à-dire que le patient se voit d'un coup activer des tas de facettes qui, au fond, ne sont pas les siennes, qui ne sont pas lui-même, qui ne sont pas sa vie quotidienne, qui ne sont pas ce pourquoi il est. Quand vous êtes dans votre vie, bah vous êtes Clara, vous êtes Alain, vous êtes avec votre passé, votre famille, votre rôle dans la famille, votre rôle que vous avez eu dans la vie, le rôle que vous avez aujourd'hui, patati patata. Et l'hôpital est capable, en un seul instant, d'effacer tout ça, hein, et de faire au contraire surgir de vous des tas d'autres dimensions qui n'étaient pas les vôtres et que pourtant sont les vôtres. Voilà. Et donc, il y a une nouvelle vie, en quelque sorte, qui se met en route, voilà, qui du coup va venir se brancher dans la vôtre, et c'est ce que souligne encore une fois le côté institué, voilà, et qui en même temps n'est pas à vous. Voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est incarner, désincarner, réincarner, quelque chose comme ça. Et là encore, il y a des dimensions philosophiques, anthropologiques immenses à réfléchir sur tout ça. Voilà. Euh, je crois que ce mot patient, justement, contient tout ça. Et que ce mot patient n'a pas été choisi pendant les siècles par hasard. Voilà. Et que le mot usager, le mot bénéficiaire, désincarne complètement et perd complètement ça, et ne souligne qu'une seule dimension. Voilà. C'est des mots qui souvent font très fort réagir les soignants. Hein. Ça leur est très difficile, ce mot usager. Néanmoins, il faut qu'ils l'entendent aussi, parce que oui, le patient vient utiliser l'hôpital et l'hôpital lui doit un certain service. Voilà. Mais réduire à ça ne suffit vraiment pas du tout largement. Voilà. Voilà, c'est pour répondre un peu aux différentes questions. Ça répond qu'en partie, hein, ça fait que relancer en fait. Et peut-être on va écouter une autre dimension que veut nous délivrer Dan, pour relancer là encore le débat. Si tu veux bien, à toi. Je crois qu'il n'a pas entendu. Ça marche.
Je suis désolé, mais c'est au moment où on me propose de parler que mon son, enfin mon image disparaît. C'est pas grave. Vas-y, C'est vas-y. en ordre? Bien. Alors merci Hervé, c'était drôlement subtil et puis en même temps c'était vrai. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, mon intention est de vous parler de quelques aspects socioculturels de la relation médecin-malade. Quand je dis médecin-malade, j'entends par là non seulement les médecins officiels, mais aussi les guérisseurs traditionnels. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup en parler, peut-être y faire allusion un petit peu. Je parle vraiment de la relation médecin-malade à partir de quelques expériences qui sont toutes tirées de ce que j'ai vécu dans ma profession. Et donc, ça n'a d'autre valeur que euh, exemplatif. Je crois quand même que la relation médecin-malade se fonde sur quelques invariants. Il y a bien sûr la volonté de soigner et l'acceptation d'être soigné. Il y a, de la part du médecin principalement, une connaissance suffisante des processus pathogènes. Et ça, ce sont des choses évidentes et je vais un peu plus loin. Ce qui me frappe, c'est l'asymétrie qui existe entre celui qui souffre et celui qui est censé apporter la solution à la souffrance. C'est aussi l'asymétrie entre celui qui possède le savoir médical, qui est censé le posséder, et celui qui l'ignore. C'est encore une relation, mais qui est elle-même très variable à la culture générale. Parfois, le patient est plus cultivé que son médecin. En général, il est quand même dans une position d'infériorité sur ce plan-là aussi, et sur le plan économique et sur le plan du pouvoir social, du point de vue de la hiérarchie sociale, le médecin occupe en général, il y a des exceptions bien sûr, une position de supériorité par rapport à son patient. D'autre part, la relation médecin-malade se structure selon des rituels sociaux qui sont assez précis, mais qui sont très variables selon les lieux et selon les époques. Et elle met en jeu des croyances, croyances explicites parfois ou implicites du groupe social dans son ensemble. Elle met en jeu les tensions qui existent entre les couches sociales auxquelles appartiennent le malade et le médecin. On voit que la légitimité du médecin est parfois contestée, en particulier à notre époque. On voit aussi que les droits du malade, qui ont été profondément négligés pendant des siècles, cherchent à être mieux définis maintenant, mais comportent plusieurs expressions, parfois légales, parfois simplement coutumières. Alors, dans ce contexte qui essaye de cadrer un petit peu la relation médecin-malade, nous allons examiner cela en prenant quelques exemples. Je dis que ce sont des exemples personnels. Je me situe d'abord au début des années 60, à Leuven, Louvain, hôpital Saint-Pierre. C'est un hôpital universitaire. Et dans cet hôpital, vous avez une très grande majorité de patients néerlandophones et vous avez des médecins uniquement francophones. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est plus comme ça maintenant. Donc, l'enseignement scientifique est pointu, la propédeutique médicale enseignée est remarquable, mais cela coïncide et cela coexiste avec un étrange tabou. Les étudiants, j'étais étudiant en médecine à ce moment-là, les étudiants ne peuvent pas prendre de responsabilité. À la limite, ils ne peuvent même pas toucher le malade. Si, ils peuvent le toucher pour l'examiner, mais c'est à peu près tout. Le corps du malade leur était dès lors presque étranger. Nous avons dans cette situation que je décris une relation médecin-malade qui est quasiment fantomatique. On ne se comprend pas, on ne se touche pas. Si, les techniciens touchent et les chirurgiens aussi, mais je parle de l'étudiant en médecine que j'étais.
Alors, il se passe en 1964 exactement une grève. Les médecins belges se mettent en grève pour défendre leurs revenus. Et à ce moment-là, certains étudiants s'y opposent et se mettent à travailler en prenant des responsabilités qu'ils ne pouvaient pas prendre auparavant. Ils transgressent le tabou, ils travaillent et bien entendu, ils acquièrent de l'expérience clinique. Voilà une situation particulière où la relation médecin-malade, en tout cas étudiant en médecine et malade, est extrêmement lointaine et en même temps, elle se transgresse à l'occasion d'une grève. C'est assez particulier. On va passer quelques années, pas beaucoup, et on va se retrouver à Lima, dans l'hôpital Asobispo Loaiza, qui, en 1964-65, cet hôpital dépend de la beneficencia, c'est-à-dire de l'assistance publique. Elle accueille des patients qui ne possèdent aucune couverture sociale, très pauvres. L'hôpital lui-même est très pauvre en moyens, mais l'enseignement qui s'y dispense est un enseignement universitaire de qualité. Les médecins sont très fort tristes et déçus de la pauvreté technique, mais ils compensent cette pauvreté par un sens clinique que je trouve vraiment supérieur à celui qui existait à cette époque en Europe et a fortiori à celui qui existe de nos jours, je pense. Mais par contre, la relation médecin-malade se caractérise par une sorte d'anachronisme très étrange. C'est qu'on revient dans cet hôpital-là à une situation presque coloniale. Les médecins qui ont peu de moyens accentuent leur distance, leur impénétrabilité qui leur semble nécessaire pour ne pas devoir avouer leur fréquente impuissance. Et les malades, de leur côté, souvent indiens, accentuent leurs revendications plaintives. Dans cette situation-là, il y a quelque chose qui n'existait pas en Europe, en Belgique, c'est la présence très importante des guérisseurs traditionnels, les curanderos, qui est connue de tous, mais reconnue de personne, ni d'une part ni de l'autre. Les médecins, parce que c'est pas de la science, c'est pas leur boulot, et les patients qui y recourent, ils n'osent pas en parler. Vous avez donc une asymétrie maximale entre la position du médecin et la position du malade. À titre d'anecdotique, hein, chaque interne avait une petite responsabilité d'une vingtaine de personnes. C'était des femmes dans mon cas, et la plupart des femmes étaient à deux sur un lit d'une personne, en tête bêche, et il y avait énormément de tuberculose, des tuberculoses abdominales, péritonéales, et tuberculose méningée, toutes sortes de choses. Et là, bon sang, quand il y avait une tuberculose péritonéale et que le ventre gonflait, là, j'étais bien obligé de toucher le corps du malade, c'est-à-dire de le transpercer avec un gros trocard. Et chaque fois, j'avais l'impression de tuer la personne, en tout cas de l'agresser gravement, même si c'était pour l'aider, en tout cas. Pour la sauver, je ne dis pas. Quelques années plus tard, on se trouve, enfin, je me trouve, mais je vais vous parler de ça, au Sénégal, à Saint-Louis, en 1970-71. Et là, on se trouve dans le cas où la médecine est encore coloniale. Presque tous les médecins sont français et c'est l'habitude. Quand c'est l'hivernage, c'est-à-dire la saison la plus chaude et la plus humide de l'année, tous les médecins partent en vacances ensemble. Il ne reste plus personne, ou presque. L'hôpital est ancien, il date de Napoléon. L'administration est africaine. Elle associe un dévouement extraordinaire chez certaines
chez certaines personnes, chez certains soignants, mais aussi une corruption institutionnalisée chez d'autres. Dans ce contexte-là, les thérapies traditionnelles jouent un rôle très important. Elles dominent même la pratique des soins. Et tout le monde l'admet. C'est pas comme au Pérou. Là, tout le monde sait que cela existe. Tout le monde. Certains médecins reconnaissent la capacité des guérisseurs, dans bien des cas, pas dans tous, et les patients s'en réclament. Donc, nous avons une relation médecin-malade qui devient un petit peu plus respectueuse. Il existe deux savoirs qui sont en compétition l'un avec l'autre et qui sont tous les deux, jusqu'à un certain point, reconnus. On se transporte maintenant dans les Ardennes belges dans les années 1980. C'est un village qui s'appelle Lierneux où, depuis un siècle, certains malades mentaux sont confiés à des familles d'accueil, sous la supervision d'un infirmier, diplômé ou non. Ces malades sont presque tous indigents. Un savoir pratique, un know-how, s'est développé parmi les familles et se transmet de génération en génération. Tout le monde admet un mythe, c'est-à-dire le mythe de l'intégration à la famille, qui contraste avec la réalité. Et la réalité, c'est une forte hiérarchisation entre ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les membres de la famille et plus lointainement l'infirmier et le médecin, et les malades eux-mêmes. Mais on fait comme si tout le monde faisait partie d'une famille. Bon. Le séjour bref, qui est parfois souhaitable, est vécu comme un échec. Alors que voit-on? Dans les cas favorables, le malade s'améliore très vite. C'est-à-dire que les symptômes qui avaient conduit à son hospitalisation, les symptômes vont s'effacer, disparaître en partie. Le patient qui vit dans la famille, dans le village, récupère une certaine position sociale, aussi bien dans la famille que dans le village. En même temps, s'instaure la chronicité des troubles, parce qu'on ne peut pas supporter qu'un malade qu'on a investi, dont on a voulu faire un membre de sa famille et qui sert à bien des choses dans le contexte de l'exploitation agricole, disons, c'est souvent cela, on ne peut pas se permettre qu'il sorte comme ça aussi facilement, qu'il faille recommencer tout son effort. Donc, on instaure une forme de chronicité, et nous savons bien qu'en ce qui concerne la psychiatrie, la chronicité n'est pas nécessaire, mais si on veut l'éviter, il faut vraiment se donner du mal. Donc, que devient la relation médecin-malade dans ce cas-là? Mais elle est très lointaine. Le médecin et le patient se rencontrent rarement. Par contre, elle est remplacée par une relation étroite entre personnes saines et personnes handicapées, malades handicapées. C'est ce que la psychosociologue Denise Jodelet, qui n'a pas travaillé dans les Ardennes mais dans le Berry, appelait la relation entre les civils et les bredins. Les civils, c'était les gens normaux, et les bredins, c'est ceux qui bredouillent, je ne sais pas, peut-être les Bretons, comme on voudra. Dans cette situation-là, chaque catégorie, disons plus largement les soignants et les soignés, possèdent une part de pouvoir très inégale, mais défendent cette part de pouvoir. Les malades aussi défendent leur part de pouvoir, aussi petite qu'elle soit. Ils essayent de l'imposer et d'obtenir la position sociale la meilleure pour eux. Dans le même village, peut-être 10 ans après, je décris un hôpital psychiatrique qui existe là aussi, parallèlement à ce service des familles d'accueil, un hôpital psychiatrique de type pavillonnaire. Et dans cet hôpital, on crée un service pour, soi-disant, de jeunes psychotiques avec une visée de thérapie institutionnelle.
On veut précisément empêcher que les patients perdent leur position sociale. Et pour cela, on utilise les notions de ressources et d'échange. On fait l'inventaire des ressources existantes dans le milieu, dans l'environnement du service, c'est-à-dire quelles sont les choses qui peuvent avoir de la valeur pour les patients, en particulier pour les patients. On favorise la production de nouvelles ressources, matérielles, mais aussi symboliques. On observe comment les patients s'échangent les ressources entre eux et on essaye de réguler cela de manière à ce qu'il n'y ait pas des gagnants et des perdants, des caïds et des caves. On étend le processus d'échange vers le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on se met à fabriquer des choses et à les vendre. Et surtout, on reconnaît le droit de propriété de tous ceux qui produisent des ressources matérielles, mais surtout symboliques, c'est-à-dire ceux qui ont de bonnes idées. On reconnaît que ces idées leur appartiennent à eux en propre. Quand ils ont fabriqué quelque chose et qu'on le vend, même si on prend un peu d'argent pour les frais de production, si vous voulez, la plus grande partie, c'est pour celui qui a fabriqué l'objet en question. Les réunions de groupe sont des lieux de création d'idées et des lieux de décision. Le rôle des patients est essentiel dans ce processus. Alors, est-ce qu'il existe encore une hiérarchie dans un tel service? Oui, bien sûr, mais c'est une hiérarchie fonctionnelle. Ce n'est pas une hiérarchie qui est attachée à des dignités ou à des privilèges. Et on va même plus loin. On reconnaît que chacun peut être thérapeute virtuellement. Les patients peuvent être thérapeutes pour d'autres, et pourquoi pas pour les soignants. La relation médecin-malade devient presque égalitaire. Je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, bien entendu. Mon dernier exemple, c'est ce qui se passe à Liège à partir de l'an 2000 jusque maintenant. C'est un service de santé mentale pour migrants qui s'est créé après qu'on ait découvert que la relation médecin-malade était parasitée par des difficultés de communication et de compréhension interculturelle. Les centres existants, malgré leur bonne volonté, ne pouvaient pas surmonter ces difficultés. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de préjugés postcoloniaux, il s'agissait de méfiance mutuelle involontaire, il s'agissait de méconnaissance des particularités culturelles qui se manifestent dans l'expression et même dans la fabrication des troubles mentaux. La pratique de ce centre est donc basée sur une co-construction, la co-construction d'une représentation commune. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de souffrir, d'être malade, si on veut l'appeler ça comme ça, et d'un véritable travail de cothérapie où les patients, les interprètes et les thérapeutes professionnels se partagent le rôle thérapeutique, les rôles. Donc, la tendance va dans le sens d'une réduction de la symétrie professionnelle, à la fois sociale et culturelle. Elle se fait, bien sûr, aux dépens de la hiérarchie, mais pas de la responsabilité ni des connaissances particulières de chaque thérapeute qui ont chacun une formation qui n'est pas nulle. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun est en position d'expert. Le patient est expert de lui-même et de sa propre expérience. J'insiste sur le terme expert de sa propre expérience, parce qu'il ne s'agit pas de psychoéducation. La psychoéducation, on rend le patient, comme on l'a signalé, on rend le patient expert, par exemple s'il est schizophrène, expert de la schizophrénie. Non, ce dont je parle ici, c'est de l'expertise que chacun a par rapport à sa propre expérience vécue. Et chaque soignant est également expert de sa propre expérience vécue. La prise en compte des spécificités culturelles renforce d'ailleurs
l'expertise du patient parce que là, il sait des choses que les autres ne savent pas nécessairement. Voilà une sorte de tendance qui se dessine entre des situations extrêmement éloignées, où le médecin et le malade sont dans des mondes presque totalement différents. On va tout doucement vers une situation où les deux collaborent à co-construire quelque chose ensemble. Bon, bien entendu, cette tendance n'est pas générale, loin de là. L'institution hospitalière s'y oppose. L'institution médicale également s'y oppose, car elles se sentent mises en danger et elles ont besoin de se défendre. Elles mettent en avant les aspects techniques de leur discipline qui existent, moins en psychiatrie que dans d'autres domaines, j'en conviens. Mais l'aspect technique, par conséquent, par un pur mécanisme de défense corporatiste, pourrait-on dire, ou institutionnel, les aspects techniques se mettent à prédominer sur les aspects relationnels, dont j'ai décrit la possibilité de progression à travers les différentes expériences que j'ai décrites et que j'ai vécues. Mais malheureusement, dans l'ensemble, c'est pas ça qui se passe. Il se met en place, je parlais de rituels commençant, il se met en place de nouveaux rituels. Parmi ces nouveaux rituels, il y a l'evidence-based medicine qui domine actuellement. Il y a les classifications internationales des maladies qui peuvent avoir du sens, mais qui n'ont certainement pas tout le sens qu'on veut leur donner. Il y a l'obligation pour les soignants de faire rapport de leur pratique. Et il y a surtout l'usage intensif des échelles diagnostiques qui sont enseignées aux jeunes, aux futurs médecins, comme étant un instrument de travail particulier, privilégié et indispensable, et qui tendent évidemment à renforcer la symétrie entre celui qui sait et celui qui souffre. Donc, à bien des égards, pour toutes ces raisons que je viens de dire, on doit parler de régression de la qualité des soins. À côté de ça, j'admets et je reconnais que sur le plan technique et sur celui des droits du patient même, les progrès sont indéniables. Donc, je ne veux pas vanter la médecine que j'ai connue quand j'étais jeune. C'était bien souvent quelque chose d'abominable et je n'ai pas voulu insister sur ce qui était abominable. J'ai voulu simplement décrire une évolution possible de la relation médecin-malade dans le sens d'une meilleure compréhension et d'un rapprochement, et en même temps signaler pour finir que ce n'était qu'un trajet particulier qui est loin donc de représenter ce que la plupart des médecins vivent actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Dan. Des réactions, des questions? Moi, je veux bien réagir. J'ai trouvé ça très intéressant. Il s'agit, Dan, de l'expérience professionnelle sur du long terme, quelques décennies dont tu as parlé dans un de nos messages, c'est ça? Oui, C'est exactement. donc poursuivi sur un certain temps, parce que là, ça ne... Entre 1960 et 2018, oui. Oui, donc c'est quand même une expérience soutenue qui a fait un peu l'épreuve du temps, entre guillemets. Oui. Ce que je trouve très, très, très intéressant, c'est que ton exposé, enfin ces différents cas que tu abordes, ont vraiment mis l'accent sur la co-construction sociale, qui est toujours une relation malade et soignant, parce qu'il faut quand même revenir, peut-être, je voulais le redire tout à l'heure, mais là je le dis maintenant, en fait,
moi, je ne sais pas si la maladie existe, hein. C'était déjà Avicenne qui, à son époque, disait que la maladie, on ne rencontre jamais une maladie, on rencontre des malades. Donc, en fait, on construit à plusieurs un objet tout à fait indéfinissable ou indéfini, qui est le fruit d'un désarroi partagé, en fait. Le malade ou celui qui va chercher son identité en tant que malade est en proie à une sorte de décalage par rapport à ce qu'est pour lui, ce qu'il perçoit comme ce qui était pour lui la normalité avant. Et soudain, face à quelque chose qui n'entre plus dans ces cases préconstruites, ce qui pour lui, encore une fois, est la normalité de sa vie, il va essayer de construire avec un médecin ou un sachant une sorte de catégorie sociale dans laquelle il aura un nouveau statut. En fait, c'est ça la maladie. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis quand Guilhem a beaucoup travaillé là-dessus avec sous son ouvrage sur pathologie, normalité. Voilà. Et je voulais revenir là-dessus tout à l'heure avec Hervé parce qu'il a parlé de casuistique et de nosographie. Et je trouve que là, on est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on construit à deux? Qu'est-ce qu'on construit à deux? Parce qu'en fait, on est deux sujets à co-construire un statut de malade, un statut de soignant et une sorte de chose qui n'existe pas a priori, qui est une maladie, puisqu'en fait, ce sont à chaque fois des rapports au monde qui sont nouveaux, qui sont... voilà, il y a peut-être une nosographie de l'évolution naturelle d'un cancer du pancréas. Je ne dis pas que la maladie cancer du pancréas n'existe pas, c'est pas ça que je dis, mais on ne rend compte de cancer du pancréas que chez des malades qui sont des cancéreux du pancréas. Donc, je pense que le médecin, il a, lui, une sorte d'histoire toute faite de la maladie avec un événementiel tel que la médecine l'a décrit avec ses symptômes et l'évolution naturelle de ce qu'on pense être le cancer du pancréas. Et le patient, lui, il a quelque chose qui arrive dans sa vie qu'il n'avait pas avant et il va devoir se reconstruire avec ça. Enfin, il ne se construit pas très longtemps, d'ailleurs, dans le cas du cancer du pancréas, puisque c'est en général assez fatal. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est la construction sociale à nouveau que tu as mise en lumière, avec des exemples extrêmement différents et qui vient, je trouve que vos deux interventions sont passionnantes parce qu'elles se répondent très très bien, c'est-à-dire que on l'a vu fonctionner là avec des cas tout à fait rapidement esquissés, mais très 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 différents de ton expérience, ce que Hervé disait tout à l'heure. Ça c'est là un petit peu incarné, voilà. Mais encore une fois, ce qui me paraît essentiel, c'est d'insister sur le fait que tout ça sont des objets, ce sont des objets, des ovnis en fait, hein, des objets qu'on construit toujours à plusieurs et qui ne sont jamais donnés d'avance. Voilà, me semble-t-il. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Clara. La seule chose, c'est que je voudrais répondre de façon un peu différente en disant qu'effectivement, la médecine avait besoin de construire les notions de maladie pour exister en tant que système de connaissances, disons, mais que d'un autre côté, dans la relation médecin-malade, et pas seulement avec les médecins, d'ailleurs aussi avec les infirmiers, etc., ce qu'on voit, c'est véritablement, en tout cas ce que moi j'ai pu voir, c'est une sorte de déconstruction de ce qu'était la personne du malade avant. Évidemment, il faudrait discuter, mon expérience est essentiellement psychiatrique, même si j'ai quelquefois travaillé dans des hôpitaux généraux, mais je pense que fondamentalement, c'est la même chose. Le patient arrive avec son identité propre, son identité professionnelle, etc. Petit à petit, il va devoir dépouiller tous ces vêtements. On lui demandait de se mettre en pyjama, etc. Mais c'est une véritable déconstruction de la personne. Bon, c'était juste pour rebondir sur cette question de construction, etc. Juste une dernière chose, mais là je ne serai vraiment pas longue. Je voulais insister sur un point qui n'a pas du tout été évoqué jusqu'à présent, mais qui me paraît vraiment essentiel.
je trouve que tout ce qu'on dit là aujourd'hui s'inscrit dans une réflexion bien plus générale de la sacralité du vivant. C'est des termes un peu pompeux, mais je pense qu'on est dans une société qui a tellement désacralisé le vivant que le corps du patient en tant que corps sacré, avec toute cette dimension, il est sacré parce qu'il est vivant, a tendance à être prise, triturée, découpée, comme disait Hervé tout à l'heure, et je crois que c'est fondamentalement autour de cette désacralisation du vivant qui est à l'œuvre dans, je dirais, nos sociétés occidentales par tous les bouts depuis 2 siècles. C'est à ça qu'on assiste. Donc, il faut peut-être, c'est pas du tout le sens religieux que je mets là, mais vraiment la sacralité. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Alors, je voulais réagir moi aussi. Tout d'abord, la maladie n'existe pas, bien entendu. La maladie, c'est une construction scientifique, c'est de la connaissance qui s'est produite au fur et à mesure de l'histoire. On a construit des catégories, on a mis des étiquettes dessus. Lorsqu'on pouvait regrouper des signes entre eux, on pouvait dire, bon, puisque ça se répète, il y a quelque chose d'un peu constant. Donc, les médecins savent bien, nous, on le sait bien. Enfin, moi, je suis pas médecin, je suis cadre de santé, etc. On sait bien que justement, nous mettons une maladie entre guillemets à un patient pour aussitôt en dire combien il en est différent. C'est tout bon clinicien passe sa vie à jongler entre cette espèce de savoir qui sert de repère, que sont les maladies, et ce particularisme, cette individualité, c'est pour ça que j'utilisais le mot individualité, qui fait que chaque cas est de toute façon un cas particulier de la maladie qu'on lui a mis dessus. Donc au fond, on est dans ce jeu en permanence, et la société n'est pas éduquée à ça. Et ça, je crois que c'est un des points fondamentaux et qu'on a bien vécu dans la conférence précédente, c'est on pense que la maladie existe. La société vit avec des maladies qui existent. Les politiques vivent avec des maladies qui existent. La santé publique pense en maladies qui existent. Et on met des sous sur telle maladie, on va faire un effort pour telle maladie, etc. Et du coup, il y a une tension qui s'installe à cet endroit-là entre quelque chose qui est bourré de protocoles, de définitions, en ce moment, le diagnostic est devenu vraiment une notion d'élimination. On ne diagnostique pas pour savoir ce que quelqu'un a, mais pour savoir ce qu'il n'a pas. On cerne la maladie par le dehors, on ne cerne pas la maladie par l'intérieur. On élimine tout ce qui est pas bon et on va garder, il a que ça, bon, ça va. Voilà. Et en fait, il y a une pensée comme ça par maladie qui est très forte dans la politique, dans la pensée du social de la ville, de la vie de tous les jours, alors que ceux qui ont été bien formés, ceux qui ont compris, parce que c'est toujours pareil, on ne peut pas généraliser sur tous les soignants, tous les médecins, tous les paramédicaux. Au contraire, on a cette culture d'avoir compris la distance énorme qu'il y a entre la maladie et le malade. Le malade est une histoire particulière, une biographie et un récit de vie. Comment on va le former, comment on va travailler avec lui sur ses singularités et tout. Effectivement, la maladie étant un repère, un rangement, une case qui nous permet d'aller plus vite et de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Ça vraiment, et je pense qu'une des très grandes tensions actuelles, c'est le fait qu'il y a on appelle ça la médecine de la santé, la santé publique, quoi. On fonctionne par maladie. Et effectivement, du coup, on oublie le malade. Chaque patient se retrouve rangé dans la catégorie les fumeurs, les alcooliques, les cancéreux, les avortés, etc. Et s'applique dessus un espèce de traitement généraliste. Et les soignants souffrent. Pourquoi les soignants souffrent ? Parce qu'ils sont pile poil au croisement de ces deux idées-là. Et c'est bien ce que j'essayais de dire avec mes deux tensions philosophiques qui s'appliquent sans cesse. Voilà. Ça, c'était un point que je voulais répondre. L'autre point sur le sacré. Le sacré se promène. Il est là. Quand on l'a perdu par le fait qu'on découpe les patients grâce au scanner, à l'IRM, etc., il est allé se mettre ailleurs. Il est toujours là. Et
Euh, il est parti se ranger dans toutes les. Nous avons plus de guérisseurs peut-être en France qu'il n'y en a en ce moment au Sénégal, quoi. Tellement nous avons des tas de médecine douce dans tous les sens, tellement nous avons des visions du corps, 36 interprétations du corps à tel point que un mouvement actuel de la médecine s'appelle la médecine intégrative, qui essaye justement de réintégrer à l'intérieur de la démarche médicale tout type de médecine. Tout à l'heure, Dan nous a parlé des tradis praticiens hein, au Sénégal, au Pérou, etc. La médecine intégrative occidentale en ce moment, et particulièrement dans le cancer, c'est un des lieux, on va le plus loin, essaye de réintégrer tous les abords astrales, les abords énergétiques, les abords ostéopathiques, les abords fasciaux, les abords, etc., pour les articuler entre eux et pour redonner justement cette espèce de dimension extrêmement... c'est quoi cette âme-là, ce corps-là, muni de cette âme-là, comment ça vit, comment ça... Voilà. Et comment on répond à cette personne-là, ou comment cette personne-là répond à elle-même d'ailleurs, souvent. Voilà. Et effectivement, le sacré se promène. Qu'il se soit perdu en partie, on peut le regarder comme ça, mais je crois qu'à mon avis, il est plutôt réfugié à droite à gauche et il est là quand même. Et que justement, là encore, c'est une source de tension absolument fondamentale pour les soignants. Combien d'infirmières suivent des cours de massage et en cachette vont imposer ou apposer, c'est encore mieux, quelques traitements avec les mains à un cancéreux, alors qu'en même temps, c'est elles qui vont porter le plus technologique de la réponse. Autrement dit, elles vont tenir dans leurs mêmes mains et cervelle et rationalité à la fois la médecine la plus technique et à la fois la médecine la plus ésotérique, énergétique, naturaliste, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. C'est passionnant à observer ça. Moi qui suis dans un métier de rééducation, j'ai toujours vu les kinésithérapeutes marier le plus mécanique, parfois jusqu'à en être bête, jusqu'au plus profond, psychologique, énergétique, chinois, indien, etc., etc. Et donc je pense que le sacré se promène, et encore plus dans nos pays occidentaux, où justement la technologie est mise en avant, le rationalisme est mis en avant, le protocolisé est mis en avant. Du coup, le sacré est parti se réfugier, quoi. Mais il est là, je suis sûr qu'il est là. Voilà. Lorsque j'étais au Burkina, j'avais travaillé avec un neurochirurgien qui m'expliquait, tu sais, dans notre tradition, il était du Burkina, il était burkinabé lui-même, dans notre tradition, les nerfs n'existent pas. Ce qui existe, c'est les muscles et le sang. Et c'est le sang qui arrive aux muscles et qui fait marcher les muscles. Il n'y a pas de nerfs. Les nerfs, ça ne veut rien dire. Et tu te rends compte, je suis neurochirurgien. Du coup, pour eux, je n'existe pas. Je suis un chirurgien de ce qui n'existe pas. Du coup, il s'était transformé en médecin de rééducation et il essayait de réintégrer toutes les tradipraticiens, justement, toutes les pratiques traditionnelles à travers cette idée de rééducation. Voilà. Mais il m'avait beaucoup fait rire en me disant, quand je me deviens blanc chez toi, je te parle avec toi de pathologie neurologique, d'hémiplégie, etc., de psychiatrie, tout ce que Dan a raconté, etc., etc. Mais quand je reviens avec mes patients du village, il faut que je leur parle de muscles et de sang et d'énergie, parce que sinon, j'existe pas. Ce que je leur dis ne veut rien dire. Voilà. Donc effectivement, la dimension culturelle est absolument extraordinaire, quoi. Voilà, je repense aussi là à l'instant à un patient guadeloupéen à qui je faisais une très belle rééducation d'hémiplégie et qui souvent à la fin de la séance me disait mais quand est-ce que tu vas t'occuper de moi? Alors que je venais de passer 3/4 d'heure à m'occuper de son bras, à le mobiliser, à travailler, à étirer, à patati, à patata. Mais j'étais dans le paradigme mécanique. Dans sa tête, ce qui lui arrivait n'avait rien de mécanique, comme vous l'imaginez. C'était sacré, c'était esprit, c'était. Et donc, il fallait que je mette dans les 5 dernières minutes en place des gestes qui répondaient à sa culture. Et alors que, évidemment, n'ayant pas la même culture, je savais pas bien les fondements de ces gestes, mais il y avait la gestique. Et quand il avait
la gestique, la gestuelle, que je la mettais en place, ça y est. Et on voyait bien que le médecin était en lui. Je n'étais qu'un média. Et il fallait que je trouve, comme a dit tout à l'heure Pierre, ou comme tu l'as dit Clara, le bon langage culturel qui faisait qu'avec mon corps et mes mains, ça y est, je lui parlais de telle façon que son médecin en lui-même le réparait lui-même. Voilà, c'était très, très, très clair. Voilà. Voilà deux réponses pour Dan et Clara. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? On n'est pas loin de notre temps et on compte bien continuer ce cycle. Oui, moi j'aimerais intervenir Ah, très brièvement. Barbara et le Burundi qui arrivent. Vas-y. Oui. Mais moi j'ai écouté tout avec beaucoup d'intérêt. J'apprends beaucoup de choses et j'avais prévu d'intervenir sur la dimension culturelle du soin, mais tout ce que vous Vas-y. avez dit, vraiment bien. Mais il y a Dis-nous l'hôpital. Dis-nous l'hôpital de, au de Burundi. l'hôpital. Hein? Dis-nous l'hôpital au Burundi. Voilà, à l'hôpital au Burundi, les patients, quand ils sont hospitalisés, ils sont pas en face seulement les médecins n'ont pas à gérer que le malade. Il y a la famille. La famille est omniprésente. Tous les gestes, toutes les décisions importantes passent par la famille. Il y a toujours quelqu'un ou quelques personnes qui représentent la famille, qui accompagnent le malade. Le malade n'est jamais seul. Il y a toujours une présence de quelqu'un de la famille. Et puis, là, c'est clair. Et ici, on voit, une fois qu'on est à l'hôpital, c'est plus les soignants qui s'occupent du malade, etc. Mais là, chez nous, il y a les médecins, mais il y a la famille aussi qui discute, que les médecins discutent les décisions à prendre avec la famille. Mais aussi, il y a la notion des soins qu'on donne. Je donne un exemple de ce que j'ai vu quand j'étais jeune. Les jeunes, les vieilles mamans, les personnes âgées qui allaient se faire soigner, on leur donnait des comprimés et ils les jetaient, ils disaient, on ne m'a pas soigné. Pour les soigner, il fallait faire une injection. Alors, les infirmiers, à l'époque, avaient pris l'habitude de donner des comprimés, mais aussi, il y en a qui me disaient que parfois, on faisait une injection de l'eau distillée. Voilà, c'est ça. Et psychologiquement, les malades prenaient alors les comprimés comme pour dire c'est un complément. Le vrai médicament, c'était une injection. Ça, c'est dans les croyances et puis aussi la complexité de gérer des personnes ancrées dans une culture traditionnelle. Par exemple, quand il s'agit d'examiner des femmes et les personnes âgées, quand ils voient un jeune médecin qui refuse de se déshabiller, ils peuvent pas, ils disent non, 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 je ne peux pas me déshabiller. C'est comme si je me déshabillais devant mon fils. Il faut que ce soit une femme, et là encore une femme âgée, pas se déshabiller devant les enfants, même pour faire des examens importants. Il y a toute une psychologie, il y a aussi les croyances. Quand les malades vont se faire soigner, il faut que les médecins soient patients parce que il y a des signes subjectifs et des signes objectifs. Les médecins, eux, avec la sémiologie médicale, dans le diagnostic, ils recourent à la sémiologie médicale, les signes. Mais les mamans, par exemple, une vieille maman peut vous dire, j'ai une douleur qui part de l'orteil, qui monte dans le pied, qui me casse les genoux, monte encore, me casse les cuisses et casse complètement le dos. Après, il monte et il se retourne, il passe par la poitrine, ça me donne des points, et puis il arrive dans la gorge, là, ça pointe. Donc, le mal qui part de l'orteil jusqu'à la tête, quoi. Donc, la perception de la maladie est
complètement différentes selon les cultures, etc. Donc, ici, je suis je me fais soigner, mais la question que je me pose ici, je me dis, bon, nous, les personnes qui vont à l'hôpital, ils ont le droit d'être soignés. Est-ce que les médecins, ceux qui soignent, n'ont pas de droits? Est-ce que les patients n'ont pas de devoirs, même sur le plan humain? Est-ce qu'on est là que pour que pour profiter des soins? Quelle est la part des patients? Parce que les médecins aussi peuvent ils peuvent souffrir, ils ont besoin d'un geste humain, un contact social par rapport aux patients. Donc, la relation doit être profondément humaine. Et puis aussi, une autre question que je me pose, est-ce que les médecins qui prescrivent des médicaments, est-ce qu'ils ont le temps de voir les effets secondaires de ce qu'ils prescrivent? Parce que les malades qui utilisent les effets secondaires, ils réagissent d'une autre manière. Moi, même personnellement, il m'est arrivé de dire au médecin, en lisant les effets secondaires de tels médicaments, je préfère ne pas le prendre parce que les effets vont être beaucoup plus néfastes que les avantages sur le plan de ma santé. Voilà, je le dis comme le temps passe, je dis ça très rapidement. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais nous ne sommes pas dans le même contexte. Il y a la culture qui change, il y a une dimension culturelle, et toute une pédagogie aussi qui compte. Vous avez vu des choses intéressantes. Moi, j'ai tout suivi. Très intéressant. Je vous remercie. Alors, on va peut-être conclure comme ça. Alors, on a bien compris que c'était très touffu, tout ce qu'on a dit. On essayait vraiment d'être quand même sur le thème hôpital, patient, humanité. Donc, moi, j'avais axé mon intervention sur cette idée de placer le patient au milieu de l'hôpital et d'essayer de l'étudier, vraiment. Et je me suis servi de tout ce que je connais au passé et aujourd'hui, de ce que l'on fait en formation dans les métiers soignants. C'est-à-dire que cette question du patient posé au milieu de l'hôpital est une question extrêmement traitée, réfléchie et travaillée au sein des différents métiers actuellement. Tout ça pour en faire ressortir peut-être le côté humanité, en tout cas toutes les questions humaines que ça pose. L'autre chose auquel je tenais beaucoup, c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait eu les interventions de Dan, entre autres, et puis de Clara et de Barbara, c'est que nous restons un collège international et que nous ne sommes pas dupes de notre occidalo-centrisme et que plus nous sommes au-delà des frontières et par-delà les cultures, non pas par-delà d'ailleurs, avec les cultures, c'est fondamental et je crois que ça nous enrichit énormément. Mais on n'a pas stabilisé une question finalement, sortant de tout ça. On a été très touffu, on a soulevé beaucoup de choses. Et je pense que c'est matière à continuer des propositions pour des visioconférences à venir. Nous avons d'autres idées d'intervenants. Hein. Nous avons cette tension entre usagers et patients qui a créé le fait qu'on en parle aujourd'hui. Nous avons cette tension entre la médecine vue sous l'angle d'une politique, d'une société, d'un budget, d'un système de santé national, etc. Et puis de l'autre côté, le vécu très humain que nous avons essayé aussi de souligner là. Cette tension-là, elle n'est pas facile à résoudre, elle est à mettre en débat sans cesse. Elle est très aiguë en ce moment, entre autres en France, mais je pense dans beaucoup de pays d'Occident en ce moment. Alors que d'autres pays, au contraire, sont en train d'essayer de monter, eux, vers un modèle qui croit réussi chez nous. Donc, il y a énormément de choses à creuser de ce côté-là. Il y a deux interventions à venir qui peut-être auront un rapport. L'intervention sur la démographie, la longévité a quelque chose à voir, puisque évidemment, notre Occident et tout le monde entier va connaître ce vieillissement
et cette augmentation du temps de vie. Voilà. Donc là, Anne-Marie bientôt. Et puis, on est en train de négocier sans doute une intervention, c'est quasi fixé, sur la question de la fin de vie, qui aura lieu au mois d'avril dans notre cycle de visioconférence. Mais je vous invite à réfléchir à... le but de cette visioconférence était plutôt que ça pose des tas de questions et que ce soit touffu, pour justement que ressortent d'autres thèmes et que ça donne envie à certains de nous présenter un autre angle de vue et d'autres questions. Voilà. Peut-être quelques mots de conclusion. Voilà, on s'arrête là. Voilà. Pierre? Oui, je confirme que le 4 mars, il y aura la visioconférence d'Anne-Marie et en avril, l'intervention sur la fin de vie de Claude, qui est bien connu puisqu'il était à l'origine du collège, Claude Rougeron, que certains peut-être connaissent, mais moi que j'ai rencontré, qui est un homme passionnant et passionné par ce qu'il fait, très engagé. Et il a écrit un livre sur la question et qu'il est en train de reprendre. Et au travers de cette reprise, il va nous faire participer à ses réflexions. Euh, donc je pense que ce sera une vidéoconférence très passionnante, Ah, c'est comme d'habitude. une bonne nouvelle de retrouver Claude, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, on y a travaillé là depuis quelques semaines. Voilà. Bon, eh ben merci tout le monde. Et puis, ben, n'hésitez pas à faire rejoindre le collège à des gens et à continuer à alimenter d'idées de débats et de réflexions qui nous enrichissent tous. Voilà, merci beaucoup. Et Merci. ce sera disponible. Hervé, merci disponible. beaucoup tous. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.